Et si on parlait étude des réseaux sociaux via la data? Est-ce que vous avez déjà eu envie de comprendre comment réagit une communauté? Comment se diffuse une information? Et quel est le rôle des bots dans tout ça? Ça tombe super bien, j'ai sorti une vidéo récemment sur la chaîne principale qui parle de manipulation d'opinion automatisée, et à cette occasion, j'ai discuté avec Florent Lefebvre. Il est consultant en social data science, et une partie de cette discussion a été utilisée dans la vidéo. Mais je dis bien une partie seulement. Et donc, je vous propose la quasi-intégralité de notre discussion pour en apprendre plus sur son métier, ici, là, maintenant, sur cette chaîne-là. Bref, ça va répondre à plein de choses. Qu'est-ce qu'il fait au jour le jour? Qui a besoin de lui? Comment il s'est formé? Et comment c'est devenu une activité rémunérée? Et donc, l'une des questions, et je me suis posé la même, parce qu'après j'étais sur ton site, j'ai vu marqué consultant en social data science. Alors je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Est-ce que tu peux résumer ce métier? Consultant en social data science, c'est quelqu'un qui étudie ce qui se passe. Moi, c'est surtout sur les réseaux sociaux, mais via la data. Parce qu'il y a énormément de gens en communication qui regardent ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui passent leur journée à lire des posts et à essayer de savoir ce qui se passe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la data. Ce qui m'intéresse, c'est les grands groupes. Ce qui m'intéresse, c'est pas suivre une personne, mais c'est prendre 1 million de tweets et voir comment tout ça s'interconnecte, comment tout ça se répond, qu'est-ce qui se dit, etc. etc. Et je suis totalement indépendant. Du coup, avant, je me disais data analyst, mais en fait, j'ai 3 casquettes. Data engineer, il faut les récupérer les données. Faut se faire des machines-outils plus ou moins complexes. Des fois, on utilise un outil qui fait tout. Des fois, il faut se faire une vraie machine-outil à soi pour récupérer des millions de données. Par exemple, sur YouTube, j'ai récupéré des dizaines de millions de commentaires et tout ça, ce qui commence à faire des machines assez énervées si on veut pouvoir être rapide. Parce que des fois, on a une crise, on nous appelle à 17h pour avoir un résultat le lendemain à 8h. Donc, il ne faut pas passer toute la nuit à juste récupérer la donnée. Après, data analyst, tout simplement, comment on étudie ça, comment on fait des dashboards, comment on arrive à avoir des graphes et de la visualisation pertinente. Et data science, donc avec un côté essayer d'utiliser des outils qui vont un peu plus loin, qui vont potentiellement de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones, simplement du BERT ou des choses comme ça. Donc essayer de voir un peu ce qui se fait côté science, parce que surtout des sociologues, en fait, ils sont très avancés sur la question et il y a beaucoup d'outils commerciaux qui n'utilisent pas du tout ce qui se fait niveau science. Et donc, essayer d'utiliser tout ça pour aller un peu plus loin que juste voir une situation, mais essayer d'en voir des statistiques pertinentes, en voir des choses pertinentes pour comprendre vraiment ce qui se passe. Il y a 1 million de tweets qui sont en train de m'insulter moi, ma marque, mon candidat politique ou quoi que ce soit, et bien savoir qu'est-ce que représente ce million de tweets. Donc c'est un peu comme ça que je définis mon travail. Ok. Par curiosité, comment t'es arrivé dans ce métier? Enfin, il n'y a pas de formation de ça, donc du coup... Tout à fait. Alors moi j'étais dev pendant 10 ans, donc surtout du côté du spatial et de l'aéronautique. Il y a 2 choses. Déjà, il y a eu le Covid qui est passé. Donc tout le monde chez soi et tout ça, où on a perdu l'aspect équipe, ce qui a fait que j'ai commencé à faire de plus en plus de travail personnel, tout simplement. Et il y a un aspect où dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, on allait de plus en plus vers un cloud. Et vers un cloud, c'est très facile de voir 10 000 machines qui parlent ensemble. C'est très facile d'avoir un dashboard Grafana pour ceux qui connaissent et de voir juste des tops d'activité, des pics, des classements, des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué de voir tous les faisceaux d'informations qui arrivent par exemple jusqu'au bottleneck. Parce que c'est comme sur une route, c'est intéressant de voir qu'une route est bloquée, mais c'est beaucoup plus intéressant de voir elle est bloquée parce qu'il y a eu 10 routes qui se sont rejointes à un moment donné et que ces 10 routes-là, elles étaient pas surchargées, mais elles étaient beaucoup plus actives que d'habitude. Et donc, c'est voir le flux d'informations global et des fois beaucoup plus pertinent que juste voir des tops, des pics et de voir juste le dernier bottleneck. Et on a la même chose sur les réseaux sociaux. C'est très facile de voir qu'un tweet a fait 10 000 retweets, qu'une vidéo a fait 10 millions de vues. Mais c'est beaucoup plus compliqué de voir pourquoi ça a fait 10 000 retweets.
quel est quelle est la suite d'événements qui ont amené à 10 000 retweets? Est-ce qu'il y a eu une communauté qui a pris part à la chose et qui a poussé le mouvement et que ça a explosé aux autres communautés? Est-ce qu'il y a quelques comptes très ciblés qui ont fait une opération et qui ont essayé de mettre ça en avant? Et je commençais à avoir de plus en plus de temps libre et j'ai commencé à faire ça plus ou moins tous les soirs en essayant de m'inspirer de ce que faisait Côté Science. Donc j'ai découvert un peu le domaine avec Mehdi Moussaoui qui a une chaîne YouTube ou qui avait présenté une cartographie de réseau social. Et via ça, j'ai été voir ce que faisaient plein de scientifiques. Beaucoup de Français, il y a beaucoup de Français dans le domaine, c'est assez rigolo. Et donc des David Chavalarias, des gens comme ça, et j'ai essayé de réappliquer ce qu'ils faisaient et d'en sortir 2, 3, 4 par semaine, avoir des retours, avoir des questions et m'améliorer. Et je suis passé à faire ça à temps plein le jour où j'ai eu assez de commandes dans les DM, assez de gens dans les DM qui me disent si tu quittes ton taf pour faire ça, eh ben, je te passe une commande. Et quand j'ai eu des boîtes du 440, des trucs assez sérieux où je comprenais pas pourquoi ils venaient voir un amateur comme moi, eh ben, j'ai décidé de me lancer à mon compte et ça fait 2 ans maintenant. Ok. Ouais, donc c'est les boîtes qui, comme tu disais tout à l'heure, se posent peut-être des questions sur soit leur réputation en ligne, soit leur problème de réputation en ligne, ou voir des personnes qui peut-être les attaquent, je sais pas, enfin c'est un peu tout ça. Tout à fait. J'ai 3 gros types de clients. Donc, plutôt les boîtes de com. La plupart du temps, les boîtes s'occupent pas trop ça. Ils délèguent à quelque chose. Et donc, plutôt les boîtes de communication, de crise, d'irréputation, ce genre de choses, d'influence, voilà. Les clients en direct, et là, c'est plutôt vraiment en cas de crise, à base de, ils sont pas contents. Quand c'est un très gros client, ils ont toujours une boîte de com derrière, mais ils m'appellent moi directement quand il y a une grosse crise et qu'ils sont pas contents du résultat de la boîte de com. Parce que dans les boîtes de com, il y a beaucoup de gens qui sont formés à la communication, mais pas à gérer 10 millions de commentaires TikTok ou de trucs comme ça. Et en fait, il manque vraiment de data analyse dans beaucoup de boîtes. C'est pour ça que je commence à donner des formations aussi. Et le troisième de clients, c'est plus institutionnel. Et du coup, c'est plutôt des associations, des universités, des organismes d'État et autres. Et là, ben, ça va te parler de sujets comme la désinformation, par exemple. Donc vraiment il y a un sujet complotiste qui est sorti, qui est totalement idiot, mais on voit qu'il y a du travail derrière, qu'il y a vraiment un flux d'informations qui montre qu'il y a vraiment quelqu'un qui essaye de s'en prendre à cette information et potentiellement à une marque, au pays ou ce genre de choses. Et du coup, ben, ils font appel à des gens comme moi pour voir essayer un peu de démêler tout ça. Ils savent déjà faire des choses, mais passer par des indépendants, ça veut dire essayer de passer par des nouvelles méthodologies et d'approfondir des choses qu'eux, ils ne faisaient pas déjà. Ouais, ok. Et donc justement, donc là, moi, je vais préparer un sujet sur tout ce qui est un peu bot et manipulation. Toi, est-ce que tu observes quelque chose qui a grandi depuis ces 2 dernières années? Déjà, est-ce que tu les observes? Est-ce que toi, tu as une vision qui est purement, je sais qu'il y a des comptes qui relaient une information, ou est-ce que tu es capable de dire, non mais là, en fait, c'est pas uniquement des humains, il y a quelque chose d'un peu plus automatisé derrière? Tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre un phénomène, donc par exemple une rumeur, un partage, ce genre de choses, et de voir tout ce qui se passe derrière, de voir tous les gens qui l'ont partagé, relayé, qui en ont parlé, de voir leur profil, leurs interactions, les statistiques et ce genre de choses. Et assez souvent, juste voir ça, ça nous amène à voir, tiens, il y a des communautés qui ne ressemblent pas du tout aux autres et qui ont un comportement qui ne peut pas être humain. Qui ont un comportement, tiens, il y a quand même des comptes qui tweetent toutes les minutes ouvrées, donc 16 heures par jour, qui s'arrêtent toujours à 21 heures et qui reprennent toujours à 5-6 heures du matin, et ça depuis 3 ans. C'est pas un comportement qui peut être humain, ça. Donc voilà, ça permet de voir vraiment le flux d'informations, toutes les communautés, tous les groupes qui en ont parlé, et après d'essayer de voir à quel point ces groupes ont des comportements humains, organiques, à quel point ça s'éloigne de la moyenne ou pas,
Parce qu'il y a aussi il peut y avoir des militants archi acharnés qui font ça à temps plein. Il peut y avoir des community managers qui sont payés pour faire ça. Il peut y avoir totalement des bots qui font ça de manière automatisée. Essayer de déceler un peu tous ces profils d'utilisateurs, tous ces profils de commentateurs, de posters, de gens qui font des vidéos ou autres, pour à la fin, si c'est ça qui intéresse, compter le nombre de bots sur un masse total et savoir ce que ces bots disent. Moi, en tant que on va dire, utilisateur d'un réseau social, si je regarde différents tweets, est-ce que j'ai possibilité, en tout cas de me donner une sorte d'indice de confiance de ça c'est un bot, ça c'est pas un bot. Est-ce que j'ai un peu des armes pour les repérer tout seul, sans forcément, tu vois, extraire tous les tweets et faire des analyses de mon côté, quoi. Alors c'est le cas quand c'est mal fait. C'est le cas quand c'est mal fait. On sait par exemple pour côté des informations, côté russe, on sait qu'ils ont des agences et tout ça, ils s'en cachent pas. Et des opérations par exemple comme Doppelganger ou autre. Donc Doppelganger, c'était balancer de la fausse information via des faux sites de vrais médias, c'est-à-dire un faux site Le Monde avec un faux article dedans, mais qui reprend tout à fait la couverture du Monde et autres. Et donc eux, ils faisaient les choses pas correctement, c'est-à-dire, par exemple, ils ont des réseaux de partage avec des comptes qui font le contenu, qui postent le contenu, qui postent le lien vers le faux site, et d'autres comptes qui vont les partager comme des fous. Donc d'autres comptes qui sont des comptes jetables et qui vont aller dans les réponses de n'importe qui, de quelqu'un qui parle du foot, quelqu'un qui parle de manga ou d'informatique, et qui vont poster et lui dire « Hey, t'as vu cet article ?» Donc eux, c'est juste des comptes à spam. Et donc quand c'est mal fait, les comptes qui, eux, étaient partagés, qui avaient mis le lien, ils avaient 10 vues, mais 1500 RT. 10 vues, 2 likes, 1500 RT. Le truc qui est entre guillemets impossible, mais qui est rendu possible par le fait que les comptes jetables qui est partagé, ils aient pas leurs vues soient pas comptabilisées parce qu'ils sont tellement de basse qualité que même Twitter, qui est maintenant a plus vraiment de modération et les outils automatiques sont aux fraises depuis 2 ans, même Twitter sait que faut pas comptabiliser leurs vues. Donc ça veut dire ils ont 1500 partages, 10 vues, et là on peut se dire c'est louche. Ou des comptes, si on voit qu'un compte est suspect, on clique dessus, on va voir qui va répondre. Est-ce qu'il colle toujours les mêmes réponses? Est-ce qu'il parle toujours des mêmes choses? Est-ce que de temps en temps il est incohérent? Mais pas incohérent juste on croit pas à ses idées, mais incohérent juste il répond à une image avec un truc qui n'a rien à voir à l'image. Ce qui peut indiquer un chat GPT qui est branché derrière et qui en fait répond pas. On lui a dit essaye d'organiser une réponse par rapport à ce qui est dit, sauf qu'il va pas lire l'image, donc il improvise quelque chose. Ça arrive une fois de temps en temps. Donc ça c'est plutôt des bots qui cherchent de l'engagement et par exemple pour se faire payer, pour rembourser le prix de l'abonnement Twitter Blue, voire se faire du bénéfice quand on a 1000 comptes qui essayent de choper des vues comme ça, au bout d'un moment, ça peut faire des bénéfices. Ouais, parce que c'est effectivement un point, c'est que souvent on se pose la question pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui ont la coche bleue et qui ont l'air d'être des bots, mais on oublie parfois que en fait on peut gagner de l'argent sur Twitter. C'est ça, hein? Tout à fait. C'est très dur pour des comptes normaux pour un utilisateur lambda, je le conseille pas. Mais par contre, un bot qui peut aller faire une réponse appropriée à chaque tweet qui a percé, qui a fait 1 million ou 10 millions de vues, et qui peut faire une réponse automatisée à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc il sera visible dans les réponses, donc toute personne qui clique sur le tweet de base verra ce tweet-là, et s'il peut capter entre 1 et 5% des vues, ça veut dire qu'à toute heure du jour ou de la nuit, il peut faire un tweet qui va faire 100 000 ou 500 000 vues. Donc s'il fait ça 50 fois par jour, au bout d'un moment, il est rentable. C'est démoralisant dans le sens où finalement tu te dis, bon, à la limite ils se font des bots, ça leur coûte de l'argent, mais en fait ça se trouve même pas, quoi. Totalement, ça c'est à voir vraiment à quel point c'est pertinent, à quel point c'est vital. Mais on sait en France, il y a quand même relativement peu de comptes qui rentabilisent leur abonnement.
Si le but c'est juste l'argent, pas la désinformation, pas l'influence, pas la visibilité, si c'est juste l'argent, il y en a très peu qui le rentabilisent. Et donc le mode opératoire, donc là tu citais finalement le fait de retweeter une information. Est-ce qu'il y a d'autres modes opératoires? Et la deuxième question surtout, à quoi ça sert? À quoi ça sert de retweeter une info? Alors, à côté du retweet, peut y avoir plein de choses. Peut y avoir, ne serait-ce que l'achat de faux followers, ce qui se fait vraiment énormément. Donc, il y a tous les trucs avec le partage. Il y a aussi simplement les interactions, c'est-à-dire tous les gens qui vont mettre des likes, qui vont mettre des réponses, qui vont aller euh, donc qui vont RT et QRT comme on a dit, qui peuvent envoyer l'information par DM, même si ça se fait de moins en moins parce que c'est très rapidement flag. Je veux dire, quand on envoie 1000 DM par jour, le compte il reste pas longtemps. Peut y avoir ça. Peut y avoir juste copier-coller, juste renvoyer les mêmes sources. Au lieu d'avoir un compte qui publie l'article et 1000 comptes qui le relaient, ben avoir directement 1000 comptes qui publient le lien de l'article à divers endroits. Peut y avoir essayer d'avoir des vrais leaders qui soient costauds, qui eux ont de la visibilité. Donc on va pas booster une information, on va booster un leader, on va booster un compte plus important que les autres, et pour que lui devienne de plus en plus visible, donc de manière fausse via les bots, mais faire en sorte que ça fasse tache d'encre chez les vraies personnes, pour que lui, après, il puisse faire des informations comme il veut. Et pourquoi? Ben, comme on a dit, bon, si on est dans des affaires plus ou moins d'état politique, il y a beaucoup des informations, il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup le côté réputation, mais vraiment la réputation d'un parti politique, d'un État, de ce genre de choses, ce qui peut être utile à des enjeux politique, économique, ce genre de choses. On sait par exemple en Afrique, il y a énormément de conflits. Je veux dire, il y a tout le monde qui fait un peu de désinformation. Et par exemple, à chaque fois qu'une marque française fait quelque chose pro-israélien ou pro-palestinien parmi le conflit Israël-Palestine, et ben ça a des conséquences en Afrique. Mais vraiment des conséquences irrépétitionnelles avec des marques qui sont boycottées et autres. Et derrière ça, il y a des gros enjeux d'essayer de plein de pays. On sait le côté France et historiquement et on a un impact sur l'Afrique francophone, mais la Russie, la Chine, ce genre de choses qui ont vraiment tout intérêt à essayer d'être que ça soit eux qu'on fasse appel quand par exemple il y a des grands projets et qu'il faut faire des partenariats entre pays, et ben ils ont tout intérêt à ce que l'influence des autres pays soit moindre par rapport à la leur. Donc ça peut être ça, mais ça peut être tout simplement politique avec la droite qui veut pas qu'un parti de gauche soit populaire, etc., qui va inventer des choses, qui va utiliser beaucoup de réels. Plus on utilise de réels, plus c'est efficace. Forcément, il y a moins inventé et l'info est relayée plus facilement partout. Donc il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on voudrait faire ça, mais à partir du moment où on veut que les gens pensent quelque chose, et on peut vouloir qu'ils pensent quelque chose pour vraiment 1 million de raisons différentes, eh ben il y a vraiment de l'intérêt à contrôler l'information. Et pour contrôler l'information, soit on est plus intelligent que les autres, on fait de la meilleure com que les autres, soit on essaye de tricher par tous les moyens possibles et imaginables. Et est-ce que toi, dans tes analyses, tu arrives à observer justement un impact? C'est-à-dire, je sais pas, mettons que tout à coup, tu as une fausse information, ou une vraie information d'ailleurs, hein, qui soit amplifiée de façon très importante par des bots. Est-ce qu'à un moment, tu vois une reprise de cette information, qu'elle soit vraie ou fausse, par des groupes d'individus qui sont a priori pas des bots cette fois-ci, et donc qui serait une sorte de succès de cette campagne? Est-ce que ça, toi, tu peux l'observer? Alors il y a plusieurs choses. Il y a par exemple le plus simple, ce qui se fait le plus couramment et ce qui marche le mieux, c'est par exemple les arnaques à fausse influence, c'est-à-dire des comptes qui vont acheter des millions de faux followers. Des milliers, des millions, et toutes leurs statistiques d'engagement et tout ça, ils vont être dopés. Ce qui va faire que quand quelqu'un va chercher un influenceur, eh ben, il va se dire, tiens, cette personne, elle est bien.
Elle fait partie, je pense à un exemple très précis, mais que je ne vais pas citer parce qu'il attaque en diffamation, même s'il perd. Quelqu'un qui était dans le top 20 des Français les plus suivis sur Instagram et qui maintenant vend des formations, vend du coaching et tout ça pour dire je suis une star, je suis super, alors que c'était un acteur qui n'avait jamais joué dans aucun film à l'époque. Donc voilà, mais certaines statistiques faisaient que si t'étais une boîte de com qui fait pas trop d'intention et qui recherche un influenceur pour ton prochain produit, et ben tu pouvais te dire ah tiens cette personne elle est pas chère en vue de son nombre de followers, c'est une opportunité. Alors que c'est totalement une arnaque, c'est totalement des faux followers, donc des comptes où il y a personne derrière, c'est vraiment une usine qui a créé ces faux followers et qui ont permis de booster le compte. Mais ce qui marche le mieux dans les autres domaines, c'est vraiment au minimum de l'hybride. Donc au minimum du bot, mais aussi des vraies personnes, ou en tout cas des comptes qui ont l'air d'être des vraies personnes. Et par exemple, ça peut être des community managers qui vont chacun animer 10 ou 50 comptes pour essayer de mélanger le vrai et le faux. Et pour qu'un utilisateur qui passe, il voit pas mal de comptes qui sont vrais, avec qui on peut discuter, qui a des vrais gens derrière, et qui ont pas mal d'influence, en tout cas qu'ils en ont l'air, parce que en plus des vrais gens qu'ils ont aussi à capter, il y a aussi les bots qui font de la masse, qui font, au lieu d'avoir 10 likes, ils vont en avoir 500, donc on va se dire, ah, tiens, c'est un gros tweet. Et ça, par exemple, il y a un exemple qui est vraiment très bien, c'est Mediapart, qui a eu des documents internes d'une société donc, qui fait ça, qui gère le mélange de bots et de community manager. Donc un document interne de cette entreprise qui avait été commandité, apparemment, d'après l'article de Mediapart, par le PSG pour faire croire aux joueurs, aux fans et ce genre de choses que tel ou tel mouvement était impopulaire. Par exemple, que tel joueur, si jamais il quittait le club à ce moment-là, eh ben, ça aurait un impact sur sa réputation et donc potentiellement un impact sur les tarifs qu'il aurait quand il ferait des pubs. Parce que la popularité d'un joueur joue aussi sur l'argent qu'il va gagner en vendant des maillots, en faisant des pubs, etc. etc. Et donc là, cet article, il montre vraiment que c'était vraiment un mélange donc, de faux comptes leaders qui étaient gérés par des community managers qui essayent d'attirer des vraies personnes pour qu'il y ait vraiment des vraies interactions, mais qui étaient aussi boostés avec des faux followers et des bots qui faisaient du faux engagement et tout ça. Tout ça pour essayer de booster le truc et pour que ces comptes il y avait beaucoup de comptes de fans du PSG, et bien que ces comptes du fan du PSG aient l'air d'être vraiment les comptes leaders et les comptes les plus importants parmi les fans du PSG. Donc là, c'est vraiment une attaque d'influence qui, si on n'aurait pas eu ce document-là, eh ben, il n'aurait pas été évident à voir. Et si on prend certaines décisions par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, eh ben, ça aurait pu truquer vraiment les décisions prises. Et donc là, c'est quelque chose comme ça. Et des trucs comme ça, il y en a énormément, mais qui sont un peu plus difficiles à voir parce que plus on mélange le vrai et le faux, plus c'est difficile à voir. Et après, il y a totalement les attaques de bots. Mais où il n'y a que des bots et là c'est fait dans l'urgence et tout ça. Par exemple, en plus de ce qui se fait côté Israël et Palestine ou côté guerre en Ukraine avec la Russie, on peut citer par exemple, il y a eu des manifestations, vraiment des révoltes en Chine à la période du Covid. Et là, donc il y avait plein de hashtags qui montraient des vidéos d'émeutes dans telle ou telle ville. Et ben toutes ces villes-là, tous ces hashtags-là ont été floudés de comptes pornographiques, de call girl. Et donc là, c'est vraiment le truc qui montre. Le but, c'était pas d'être crédible, mais c'était qu'on puisse plus retrouver la vraie information, donc des vraies émeutes, parmi les millions de messages de call girl qui étaient diffusés. Donc là, ça a entre guillemets marché. Ça faisait que toute personne qui s'intéressait au sujet allait vraiment avoir plus de difficultés à avoir la vraie information. Mais là, il se cachait pas, c'était vraiment pas subtil, et il se cachait pas dans le sens, c'était pas des vraies personnes. Mais, encore une fois, c'est une attaque qui fonctionne, entre guillemets, mais qui fonctionne dans le but qu'elle s'est fixé. Le but, c'est pas forcément d'être crédible, ça peut être de flouder.
C'est donc pour ça que j'ai plein de menus dans mon profil sur mes tweets, c'est qu'il y a des gens qui essaient de me discréditer. Non, je plaisante, mais c'est vrai que des fois, je trouve que j'en vois beaucoup en ce moment sur Twitter. C'est par vague et c'est vraiment tout Twitter. C'est vraiment, faut pas se sentir visé, c'est vraiment tout Twitter parce que avant avait des équipes très performantes. Il y a des rapports qui ont été commandés par l'OTAN pour étudier chaque plateforme. Et avant, Twitter était considéré pour avoir des équipes très performantes pour repérer ces vagues et ces méthodologies pour faire des bots et pour les condamner et tous les supprimer à la fois et faire en sorte qu'il y ait des outils qui fassent qu'on ne puisse pas repasser par la même méthodologie pour refaire des bots. Et ces équipes-là n'existent plus. Donc il y a toujours des outils qui sont mis en place, mais toutes les nouvelles méthodes pour les contourner, parce que vraiment ça a toujours été une guerre sur tous les réseaux sociaux pour un jeu du chat et de la souris, et vu qu'il n'y a plus de chats, les souris prolifèrent. Donc il y a de plus en plus de menus dans mon profil et sont de moins en moins supprimés. Ok. J'ai une question un peu, sera un peu pour conclure, c'est... Bon, ok, il y en a beaucoup maintenant, des bots. On voit que c'est un business qui a l'air assez important, qui est pas... Ça arrive dans la politique, dans le sport, tu lisais le showbiz, etc. Il y a peut-être moins de moyens en plus qui sont mis par cette plateforme. Je dirais, alors peut-être pas toutes les plateformes, mais en tout cas Twitter est extrêmement utilisé. C'est une des plateformes qui en met moins de moyens qu'avant pour les détecter. Est-ce que c'est une vision hyper pessimiste qu'on doit avoir? Est-ce que nous, individus, on doit se dire, faut que je sois beaucoup plus armé qu'avant quand je regarde ce que je regarde? Ou est-ce qu'il y a une réponse un peu plus générale qui est, je sais pas, de faire pression par exemple sur les plateformes pour qu'elles améliorent, pour qu'elles mettent un budget spécifiquement sur de la détection de manipulation, des choses comme ça? Ça, entre guillemets, ça se fait déjà. En Europe, il y a le DSA, qui est vraiment un projet de loi qui est sorti sur ça, qui oblige toutes les plateformes au minimum à être transparentes, à dire les moyens qu'elles mettent, et faut faire en sorte que ces moyens soient en adéquation avec la désinformation, avec les problèmes de la plateforme. Et ça, ils sont censés être vraiment transparents, livrer chaque année un rapport, ouvrir leurs portes aux audits qui ont été commandés par l'UE. Donc l'UE commandite des chercheurs, des laboratoires et tout ça pour étudier ça. Ils sont censés donner leurs données, fournir la data. Mais ça, entre guillemets, ça vient d'être mis en place. Bon, ça a déjà plus d'1 an, mais faut le temps que ça s'active. Et là, ils commencent à passer. Donc, ils ont eu les premiers rapports, et ils ont vu quel réseau coopérait ou pas. Et ils sont en train de commencer à montrer les dents. Et la facture peut être vraiment importante parce que les amendes maximales, c'est vraiment du pourcentage du chiffre d'affaires mondial de la plateforme. Et ça peut être une amende qui tombe chaque année. Donc ça peut vraiment être des amendes qui font mal. Mais il faudra voir à partir de quand ils oseront montrer les dents et à partir de quand ça pourra avoir un impact en fait. Parce que on sait en France, par exemple, il y a l'Arcom qui est censé gérer les chaînes TV. Mais on sait que leurs amendes n'empêchent pas les chaînes TV de, par exemple, la pluralité politique et tout ça. Récemment, avec les législatives, ils ont envoyé des messages d'avertissement, mais ça fait pas vraiment... Il y a certaines chaînes TV qui sont en déficit de moins 50 millions, et une nouvelle amende de moins 1 ou 2 millions, apparemment, ça leur fait pas peur, quoi. Donc, faudra voir à quel point, pour une note optimiste, c'est vraiment par ce genre de choses qui est vraiment... par la légalité et la transparence, qu'on verra si ça va dans le bon sens ou pas. Mais en tant qu'utilisateur, je pense qu'il ne faut pas être plus attentif maintenant qu'avant, parce que les fake news sur Facebook début 2012, à base de si vous partagez pas ça, Facebook va devenir payant, et ça a lieu depuis très longtemps. Mais c'est juste que les réseaux sociaux sont des médias, et tous les médias peuvent être susceptibles de désinformation, sauf que les réseaux sociaux sont des médias, il y en a de plus en plus, on les utilise de plus en plus. C'est rare que maintenant de trouver une personne qui utilise zéro réseau
qui utilisent pas Messenger de Facebook, qui voient aucune information par WhatsApp, Telegram, Twitter, YouTube. Les réseaux de vidéos sont aussi des réseaux sociaux. Je veux dire, c'est des gens du commun qui publient, c'est des gens du commun qui répondent et qui voient. Et donc voilà, tout ça, il faut considérer comme des médias, il faut faire attention à chaque média. Et il faut payer la recherche indépendante pour en faire des audits de ces plateformes. Mais à côté de ça, je pense pas qu'il... Enfin, moi, ce que j'ai peur, si il y a vraiment un sujet que j'ai peur, c'est les IA génératives à base de... les méthodes pour faire de la désinformation maintenant ou en 2010 sont pas extrêmement différentes. Par contre, avec les IA génératives, j'ai assez peur de la dead Internet théorie, qui est que tout ce qui est censé avoir des humains deviennent au final des réseaux de bots réalistes qui aient l'air d'être humains mais qui se répondent entre eux et que les bots ne le sachent pas et que les utilisateurs ne le sachent pas, mais qu'au final il y ait tellement de bots qu'on s'en rende même plus compte. Donc j'ai un peu peur qu'on aille vers ça si jamais les choses comme le DSA et tout ça sont pas vraiment prises au sérieux, que ça soit par les États ou par les plateformes en elles-mêmes, parce que ça bénéficie à aucune plateforme d'être vue par aucune vraie personne. Au bout d'un moment, elles vont perdre de leur valeur. Oui, mais c'était d'ailleurs un des enjeux de la plateforme Twitter, c'était de dire, en fait, d'un côté, Musk disait il y a trop de bots, puis après, quand il a pris en main la plateforme, il dit non, il n'y en a pas trop, parce que sinon c'est embêtant. Mes revenus publicitaires, je ne peux pas facturer de la pub pour des bots, quoi. Enfin, c'est... Tout à fait. Et Musk qui a continué de dire il y a trop de bots, on va lutter contre, et qui a fait absolument tout pour qu'il y en ait de plus en plus, en les félicitant s'ils arrivent à avoir de l'engagement, en leur donnant des sous, en virant les équipes qui sont chargées, en tuant pas mal d'outils. Il y avait pas mal d'outils qui existaient et qui ont été supprimés, etc., etc. Par exemple, tout le monde a vu des vidéos Marvel. Donc vraiment le dernier Marvel publié qui reste 2 jours, normalement ces vidéos-là, ils étaient repérés automatiquement par la plateforme et supprimés automatiquement. Et là, il a fallu 1 ou 2 jours avant et des millions de vues, avant que des vrais modérateurs, le peu qui reste, aillent se dire merde, les ayants droit, ils vont pas être contents. Et la désinformation, les États... Bon, ils sont pas gentils, ils vont nous taper sur les doigts, mais si on a les ayants droit, les Universal et tout, eux, ils vont un peu plus vite au procès. Ouais, et puis ils payent plus. Ok, écoute, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à toi Florent pour cette conversation. Alors, si vous voulez le retrouver, je mettrai tous les liens dans la description. Si le sujet de la manipulation d'opinion par les bots vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo qui parle de ça sur la chaîne principale. Pareil, le lien sera dans la description. J'espère en tout cas que le parcours de Florent vous aura intéressé. Moi j'aime beaucoup ce type de retour d'expérience, comment il s'est formé tout seul, comment il a développé des centres d'intérêt en expérimentant des trucs, et finalement comment cette compétence, elle a fini par avoir un vrai intérêt économique, pour des boîtes bien sûr, mais aussi pour lui. Bon, sur ce, vous pouvez reprendre une activité normale, et à très bientôt. Allez, salut!